Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Oh, j'ai 29 minutes, génial. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Je suis obligée de mettre tout ça parce qu'il fait tellement froid. Dehors, il fait un froid de canard. C'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils jouent avec la météo, les autres idiots là. Tu vois ce que je veux dire, Seigneur? Ouais. Je sais, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un film. Mais bon, maintenant, les trucs, les dictons, ils fonctionnent plus avec ce qui se passe maintenant. Hein, ouais. Mon cher voisin a tout ouvert, là, et vas-y, en plus, il est complètement dingo, lui. Il fait froid, je te jure. La vache. Oui, on jure pas, oui. Il faut jamais jurer de rien. Ah, oui, les dictons. Ah là là, les dictons qui me viennent. Bon, je vais continuer, hein. Mon rabbi, je t'ai envoyé des cadeaux. Alors, je t'ai mis les trois cadeaux, le même cadeau, mais avec une musique différente. Voilà, comme ça, bah, t'as le choix. Voilà, mon rabbi. Et je t'ai... Oui, voilà. Ben, j'apprends à faire le montage de vidéos, j'en ai déjà fait dans le temps, mais j'avais des programmes qui étaient mieux que ça et on avait plus de choix, mais malheureusement, là, je les ai plus. Hein. Et puis sur YouTube, avant, quand je faisais mes vidéos, je pouvais faire... j'avais plus de choix dans les chansons et tout ça, mais maintenant, bah non, bah j'ai pas j'ai pas grand, alors bah, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. J'espère que ça va te plaire. Voilà. Ma dragonnette, je te salue et je te bénis, ainsi que Philippe. Ah oui, Philippe, attends, Philippe. Merci pour le cadeau que tu m'as fait. Ça, je finirai jamais de te remercier. Mais est-ce que tu t'étais aperçu, Philippe, que il avait deux faces? Il y avait une face avec la Vierge Marie et une face avec Jésus. Je m'en suis aperçu, dis donc. Je sais pas si tu t'en as aperçu, mais en tout cas, moi, je m'en suis aperçu. Bah, ça me fait un double cadeau, du coup. Hein. Merci. Ouais. Alors, j'en étais arrivé à cet endroit. Là, je suis dans Héliopolis, cité des mystères et porte des étoiles. Voilà, dans les civilisations disparues. Je continue donc. Alors, j'en étais ici. Je reprends à l'œil du soleil appartient dès lors à Ré, et non plus au dieu du ciel. À celui-ci fut réservé l'œil lunaire. La conception primitive subsiste cependant jusqu'à la base époque. Pas la basse époque. Pardon. On la retrouve dans certains aspects d'Horus, en particulier dans la forme du dieu faucon adoré à Létopolis, sous le nom de Mekhen-Tiir-Ti. M et accent K H E N T I R T Y. Voilà, j'étais arrêté ici. Celui dont le visage possède deux yeux, qui fait clairement allusion au mythe primitif. L'égyptologue allemand, je ne dirai pas son nom parce que s'il n'est pas mort, il peut me faire un procès, affirme que ce dieu du ciel était primitivement anonyme. Il ne prit son nom d'Horus qu'après son identification avec le dieu faucon. Question faux cul, excuse-moi, hein, vu ce qu'il a fait à l'épousette, à mon épousette, comme j'étais l'épouse de 7, merci, hein, il était jaloux. Hein. Enfin bref. Il était mesquin quand même, hein. Il ne prit son nom d'Horus qu'après son identification avec le dieu faucon. On retrouve également des allusions aux yeux du ciel dans les textes du temple d'Enfu. J'ai le droit de dire ce que je veux. J'en ai le droit, d'en haut, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai la permission d'en haut. On retrouve également des allusions aux yeux du ciel dans les textes du temple de Denfu, sanctuaire consacré à Horus. Je sais pas, il y a un gros appareil dehors. Je sais pas si c'est une bagnole qui nettoie les rues, mais ça me semble vraiment très gros. Je sais pas, ou alors ils font autre chose. Mais en règle générale, l'œil d'Horus est devenu l'œil lunaire.
La lune, comme tout ce qui touche au monde astral, a beaucoup intrigué les Égyptiens. Il convient d'ajouter que l'Oudja, cet œil vénéré dans toute la vallée du Nil, a joué un rôle considérable dans les anciennes légendes. Les plus vieilles versions sont déjà contaminées par le mythe osirien, mais un fait est certain. Elle évoque un maître universel à l'origine du monde. Quel astre pouvait-on appeler étoile du matin? Moi, je sais. Tout en le considérant comme voisin d'Isis, Sirius, les anciens Égyptiens ont-ils aperçu un corps céleste très brillant, devenu ensuite invisible? Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, sera la porte de la clé du mystère égyptien. J'ai toujours été fasciné par cette étoile, je l'ai toujours regardée dans toute ma vie. Les prêtres astronomes. Les prêtres d'Héliopolis étaient réputés depuis la plus haute antiquité pour posséder une grande connaissance astronomique. Il est évident qu'ils n'ignoraient rien de cette étoile invisible et double de Sirius. Mieux, ils l'avaient matérialisée par la pierre Bébène, qui provenait... On a un copain, on l'appelait Bébène, mais par rapport à son nom de famille. Excusez-moi. Qui provenait peut-être de ses... Non, il s'appelait... non, son prénom. Je me demande si c'est pas celui-là qu'on appelait Bénur. Que sa mère a appelé Bénur, puis après qu'on l'appelait Bébène. Ouais, sa mère était folle dingue de Bénur qu'elle voyait à la télé, donc elle appelait son fils Bénur. Je me demande si c'est pas ça. Bon, astre. Ouais, je sais, je mélange, mais écoutez, j'ai les trucs qui m'arrivent, je les sors, puis c'est tout. Hein. Voilà. Selon eux, ce Bébène ou Phénix revenait suivant un cycle préétabli afin d'instaurer un nouvel âge d'or. Le Phénix revenait aussi accompagné des anciens dieux. Ouais, comme le livre d'Enoch, il renaît toujours de ses cendres. Vous avez beau les brûler, hein, le Vatican d'avoir brûlé ce livre hein, et de l'avoir écarté de la Torah, eh bien il renaît toujours de ses cendres. À période régulière, ces divinités ramenaient la sagesse sur la terre et certains égyptologues, comme le professeur, je dirais pas son nom, ont avancé qu'il pourrait s'agir d'une météorite. Oui, c'est une grande météorite. Curieusement, la face du sphinx, gardien vigilant des pyramides, était jadis recouverte d'une couleur rouge, ou plutôt tendance violette. Ouais, j'ai vu ça, j'ai étudié l'archéologie. La plus haute couleur sur l'échelle des vibrations est associée à Uranus, Horus. Chaque année, lorsque Sirius réapparaît entre le 17 et le 20 juillet, le sphinx contemplait le soleil et sa face éclatait d'une couleur pourpre sous le pouvoir de l'aube qui naissait et annonçait la venue de la grande inondation. Ré-Oracti, Horus, de l'horizon annonçait aux initiés le retour de la présence invisible mais palpable sous forme de radiation d'énergie particulière venant inonder le sphinx. La lumière rayonnante de Sirius inonde la terre de parcelles divines. Le symbole astrologue de Sirius fécondant la vallée du Nil était le scarabée Képerer. Ce mot contient les mêmes consonnes que le verbe venir à l'existence, comme le fait remarquer François, je dirais pas son nom de famille, dans son superbe livre, La civilisation de l'Égypte pharaonique, qui désignait le démiurge divinisé qui était venu à l'existence de lui-même et avait créé le soleil. Aménophis III avait fait dresser près du lac sacré de Karnak, image de l'océan primordial, un autel portant un scarabée. Ce dernier est aujourd'hui encore l'objet d'une adoration qui touche à la superstition. Avec eux, c'est toujours des superstitions. Ouais. Voilà, j'ai fini pour ce côté-là. Maintenant, je vais sur l'autre tradition primordiale. La grande civilisation perdue de l'existence d'une civilisation mère disparue. Voilà, je repars de ce côté-là. Je pars de ce côté-ci maintenant. C'est quand qu'il va arrêter avec son foin, là, l'autre. Au moment que c'est que je peux avoir un peu de calme, que l'autre, il est un peu calmé, faut toujours qu'il y ait du boucan. C'est un vrai bruit d'enfer. Bah tiens, dans le ciel, on entend des boucans comme ça, mais sauf que c'est dans le ciel. Là, il y a ma chaudière, mais il y a aussi le truc dehors.
Les grandes civilisations perdues ou l'existence d'une civilisation, mer, il y a un trait, après c'est marqué mer, disparue. Bon, c'est Émile qui a fait ça, mais je dirais pas son nom, voilà. Pour quelques-uns, l'Atlantide existait simplement parce que Platon, dans le Critias et le Timée, parle des Atlantes. Cette île florissante aurait disparu dans un cataclysme violent. Platon précise qu'il aurait eu lieu 9000 ans auparavant. Les faits sont rapportés par Christia, qui les a entendus de son grand-père, lequel les tenait d'un vieux prêtre égyptien. Il s'agit d'une légende dont le mystère a tenté bien des auteurs et des chercheurs. Cependant, pour les sceptiques, ceux qui doutent de la réelle existence de l'Atlantide, l'idée d'une civilisation aux technologies avancées est disparue bien avant. Putain, j'ai les pieds glacés à cause de ce con qui a sa porte ouverte en bas là. Oh le con. J'en ai marre. Je vais avoir des ongelures et des engelures aux jambes. Aïe la vache. Bien avant le développement des plus grandes civilisations anciennes connues. J'ai moins froid dehors. J'ai moins froid dehors que dans ma maison. Faut le faire. Même dans mon garage. Même dans mon garage, j'ai moins froid. Même au grenier. Et si j'ai plus froid, même avec du chauffage. Faut le faire, hein. Faut le faire à souder, hein. Ah. Dédicace à mon Gilles. Bon. Hein. Ancienne connue est la pure science-fiction. Mais le récit de Critias pose un double problème, celui de l'existence de l'île des Atlantes, et si cette existence est admise, celui de sa localisation géographique. Rien ne permet de prouver concrètement que l'Atlantide a réellement existé, car il n'a jamais été réellement découvert. Tout du moins, de nombreuses hypothèses ont été élaborées situant l'Atlantide dans différentes mers et plusieurs océans, de l'Amérique du Sud à la Méditerranée en passant par l'Arctique. Ça me fout de l'allergie. J'ai les mains glacées. Non, mais c'est mieux que... je suis sûr que dans mon frigo, il fait moins froid. Non, mais... Pour rire. Franchement. Des universitaires et des volcanologues ont pourtant rapproché ce récit de l'Atlantique disparu à la violente éruption du Centaurien en 1650 environ, avant notre ère, qui aurait détruit l'île de Terra, située à 140 km au nord de la Crète, dans les Cyclades, événement violent et dévastateur, ayant pu marquer les esprits de l'époque, ayant pu être transmis oralement dans le bassin méditerranéen, pour tout archéologue trouver l'Atlantide et éclaircir ses mystères est un rêve, un but ultime. Le moindre artefact, le moindre objet qui prouverait que l'île mystérieuse a réellement existé marquerait un grand pas dans l'histoire de l'archéologie. Les sceptiques seraient convaincus et l'histoire de l'humanité progresserait. Tout est une question de preuve. La preuve tangible est indiscutable et essentielle dans la démonstration de la réalité. Oh, le soleil! Ça éclaircit la vache, parce que dis donc, hein. Or, dans le cas précis de l'Atlantide, il n'existe aucune indication, aucune pièce, aucune empreinte, aucune conviction démontrant et justifiant la réalité de l'Atlantide. L'engagement et la détermination de certains chercheurs de trésors, archéologues et historiens peuvent s'expliquer par le besoin de distinguer la part du mythe et la réalité. Cette insistance se nourrit aussi de la nature même du mythe, l'idée d'une société techniquement plus évoluée et disparue sans laisser de traces, et à la fois insaisissable et fascinante. La perche se complique lorsque l'on évoque le mystère Mu. Le mythe de Mu. Pas le mystère. J'ai vu mythe tout de suite. J'ai cru que c'était marqué mystère. Oui, bah, t'as pas raconté ta vie, Dominique. Hein? Bon. Le mythe de Mu. Véritable continent portant un peuple supposé avoir existé en même temps que l'Atlantide. Et qui porte avec lui nombre de similitudes, sociétés évoluées et technologiquement avancées. Disparition mystérieuse. Est-ce le même mythe? Y a-t-il réellement eu une société très ancienne développée avant ou pendant la préhistoire, dont la mémoire se serait transmise et serait devenue légende? Les Atlantes sont-ils les ancêtres des Égyptiens? Comment généralement se conduit la quête de cette Atlantide perdue au-delà de l'interprétation des textes de Platon? Les informations sont confuses et contradictoires. Pourtant, l'idée que la trace de l'Atlantique se situerait en Égypte se répand parmi les chercheurs. Les tentatives d'explication.
Le point de départ de la quête de l'île perdue se situe généralement en Méditerranée. Le texte de Platon, la Timée, qui s'attache à raconter l'histoire du peuple atlante, dit ceci. Il y avait au-devant du détroit que vous appelez les colonnes d'Héraclès une île. Deux cercles debout avec 3 points à l'intérieur. Dans cette île atlantique régnaient des rois et des reines d'une grande et merveilleuse puissance. Ils avaient sous leur domination l'île entière, ainsi que plusieurs autres îles et quelques parties du continent. En outre, en déjà du détroit, ils régnaient encore sur la Libye jusqu'à l'Égypte et sur l'Europe jusqu'à la Tyrénie. Et le Critias d'ajouter, nous avons déjà dit que cette île était plus grande que l'Asie et l'Afrique, mais qu'elle a été submergée par des tremblements de terre et qu'à sa place on ne rencontre plus qu'un limon qui s'arrête, les navigateurs, et rend la mer impraticable. Platon explique aussi que la civilisation atlante fut fondée par Atlas, un des fils de Poséidon, le dieu des océans, et que l'île est divisée en 10 régions gouvernées par les frères d'Atlas. L'origine de cette légende contée par Critias aurait été racontée initialement par un religieux égyptien. Si cette légende était connue des Égyptiens et que les Atlantes gouvernaient une partie de l'Afrique du Nord, des indices et des traces de cette civilisation devraient se trouver en Égypte. C'est pourquoi de nombreux chercheurs se sont intéressés. Voilà, c'est en Éthiopie, je crois qu'il y a les pyramides noires. Si c'est pas en Éthiopie, c'est ailleurs. Mais en tout cas, ils ont des pyramides noires qui sont faites de briques rouges et qui sont à 3 faces. Bon, j'ai plus mes livres, je peux pas vous montrer, mais sinon, ma dragonnette, c'est dommage que j'ai pas gardé tout ça, sinon je te les aurais envoyés. Franchement, oui. C'est pourquoi de nombreux chercheurs sont intéressés aux mystères enveloppant les pyramides et les étonnantes connaissances des Égyptiens scientifiques affirment que selon le mythe, Héraclès, Hercule a séparé les 2 continents au niveau du détroit de Gibraltar et aurait planté une colonne sur chaque rive. La Libye désigne, voilà, les pyramides sont en Libye, là, je crois. L'Afrique du Nord, à l'époque de Platon, actuelle Toscane. Alors, première pyramide ont été bâties il y a à peu près 4500 ans. Tombeau majestueux destiné à accueillir les pharaons morts. Mais peut-on soutenir cette thèse à la lumière des connaissances actuelles? La pyramide de Khéfou, par exemple, est démesurée, surface équivalent à 10 terrains de football. Oh la vache. Hauteur de 139 mètres. Les blocs la constituent pèsent entre 2 tonnes et demi pour les plus petits et 10 tonnes pour les plus grands. Son alignement est parfait sur le nord géographique. La perfection de sa construction reste inégalée. Peut-on envisager qu'une civilisation plus avancée que celle des Égyptiens de l'époque les ait construites? Non, la toute première pyramide avec le Sphinx, c'est pas les Égyptiens qui l'ont bâtie. Ce sont les anges de Yahweh. Ça faisait partie du temple de Yahweh. Et le Sphinx, c'est pas sa vraie tête qu'il a pour l'instant. Sa vraie tête était bien... vous voyez pas que sa tête est trop petite par rapport au corps? Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Moi, je dis qu'à la place du Sphinx, c'était un lion. Ça représentait le lion de Juda. Moi, je dis ça, c'est dans mon esprit. Je dis ce qui me vient à l'esprit. Je reçois des messages d'en haut. Moi, je dis que c'était le lion de Juda qui était là. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que ça vient d'en haut. Je dis ce que je reçois d'en haut, c'est tout. La tâche semble quasiment impossible pour un peuple si primitif. Hérodote raconte que la construction de la Grande Pyramide aurait été achevée en 20 ans, ce qui présuppose, selon les architectes contemporains, qu'il aurait fallu aux Égyptiens poser bloc contre toutes les 3 minutes, sans arrêt. Les égyptologues n'ont toujours pas percé le mystère. Ah, bah c'est sûr, hein. Qu'on s'entête dans des fausses machins, évidemment, hein. Quel indice suppose l'existence d'une grande civilisation disparue? Il y a aussi les blocs, hein. On peut même pas y mettre une feuille de papier de cigarette. Réfléchissez. Hein? Nous, à notre époque, on fait du béton. Bah, eux, ils étaient capables de faire des pierres. Ils reconstituaient des pierres. Pareil, la même façon que le béton, sauf qu'eux, ils l'ont fait autrement.
Les Égyptiens sont souvent vus connus des possibles témoins directs de la civilisation. Sont souvent vus comme des possibles témoins directs de la civilisation atlante. Puis pourquoi Napoléon il a cassé le nez du sphinx? C'est pas pour rien. Hein? Faudra peut-être lui demander. Ah oui, oui. C'est pas pour rien qu'il l'a fait. Il voulait pas qu'on voit que c'était africain ou un truc comme ça. Ou je ne sais quoi. Fallait pas qu'on voit le nez. Non. Près d'une quarantaine de pyramides de rois de la 3e et la 13e dynastie, période couvrant un millénaire d'environ 3000 à 2000 avant Jésus-Christ, ont été identifiées ou repérées en Égypte, qui comptent parmi les monuments les plus beaux et les plus mystérieux du monde, car elles sont uniques par leur taille, l'exploit technique de leur construction, leur nombre, leur perfection et les énigmes qui entourent nombre d'entre elles. On trouve au sommet de la pyramide de Khéphren un pyramidon qui est une sorte de monolithe, soit en granit, en calcaire ou en basalte. Selon les calculs, il semble qu'il celui que couronne la pyramide de Khéops devait peser environ 7 tonnes. Comment un peuple ignorant l'électricité, la mécanique des grues et les moteurs est-il parvenu à réaliser une telle prouesse? Parce qu'ils avaient l'électricité. Ils avaient bien ce qu'il fallait, hein. Ils vont pas faire... Hein. Bon, j'ai lu que les druides étaient capables de déplacer les pierres avec leur technique de... leur pouvoir. Ils pouvaient faire pleuvoir, ils pouvaient faire tout un tas de trucs. Admettons. Je dis pas que je dis pas vrai, je dis pas... J'en sais, je vais pas... Hein. Je pense que oui, ils étaient capables de faire beaucoup de choses avec l'esprit. Télékinésie, la télékinésie, là. Ouais, on peut le faire, hein. S'ils sont 200 à faire de la kinésie, ils peuvent soulever un truc qui fait 200 tonnes. Facile. Merci les druides. D'autant plus que les granites est un des minéraux les plus durs que l'homme connaisse et que son travail est extrêmement difficile sans des câbles ou des disques diamantés pour le scier, ni des moyens de transport avancés. Comme tu vois les colonnes, les grandes colonnes, là, je sais plus comment que ça s'appelle moi, du coup, j'ai oublié. Je suis tellement énervé, j'ai tellement de choses à vouloir dire que je perds les noms. Et les grands trucs en granit là, les grandes flèches là qui sont pointues au bout, ouais, je sais plus le nom, excusez-moi mais ça m'échappe, hein. Le granit est pratiquement impossible à extraire et déplacer. La pyramide de Gizeh fut le monument le plus élevé du monde jusqu'à la construction de la tour Eiffel. Oui, ça on s'en fout. Hein. Comment dès lors les Égyptiens ont-ils réussi à construire autant de pyramides dans des lieux si éloignés les uns des autres? Sachant que les Égyptiens ne connaissaient que les ciseaux de cuivre, les marteaux en pierre et la force de leurs bras. Faux, ils avaient des technologies avancées. Comment ont-ils pu construire des monuments aussi parfaits, complexes et immenses à une telle échelle? Selon la tradition historique et archéologique, l'explication résiderait dans le fait qu'ils auraient également utilisé la dolérite, je l'avais cette pierre, pour casser la pierre, dans le fait qu'ils auraient également utilisé la dolérite pour casser la pierre granitique. Quoi qu'il en soit, aucune civilisation depuis ces 4000 dernières années n'a su reproduire et atteindre la perfection et l'envergure de l'œuvre monumentale égyptienne, à l'exclusion peut-être des civilisations méso- et sud-américaines, mais le continent américain était encore inconnu à partir de ce contact. De ce constat. L'on peut alors légitimement s'interroger sur l'interprétation archéologique et historique de la construction de la Grande Pyramide. La Grande Pyramide faisait partie du temple de Yahweh. Et je suis sûr que j'ai raison à propos du lion de Juda qui était représenté, et non un sphinx. Parce que vous voyez bien que la tête du sphinx est bien plus petite, elle était ajoutée beaucoup plus tard. Beaucoup. Jésus, je pense pas que je me trompe, Seigneur. Vu ce que j'en... voilà. Dans les textes des pyramides, il est demandé que le lion dresse afin... Construction des grandes pyramides. Dans le texte des pyramides, il est demandé que l'on dresse afin de faciliter l'ascension de l'âme du roi décédé vers son père. Ré, le soleil, un escalier. Les plus anciennes pyramides sont en effet des pyramides à degrés, des sortes de gradins. Cependant, la toute persiste. La pyramide sont-elles vraiment des tombes? Non, ils ne sont pas des tombes. C'était pas des tombes.
Tout d'abord, dans les chambres des morts, aucun objet funéraire évident ne fut jamais trouvé. Ensuite, l'architecture intérieure, pour les moins étranges, et les difficiles accès aux chambres des morts et salles sépulcrales, ainsi que les passages secrets étroits, rendent extrêmement difficile le passage humain et la déambulation, puisqu'il est nécessaire de se mettre à genoux, de se mettre les genoux de se mettre sur les genoux, parfois de ramper pour y parvenir. Comment donc les rituels funéraires étaient-ils rendus dans ces conditions? Ensuite, les murs et le plafond de la chambre supérieure à la chambre funéraire, présumée représentant près de 70 tonnes de dalles de granit avec 5 autres couches de granit, dont la zone située directement au-dessus du plafond. Non, c'était pas des tombes. J'ai vécu à l'époque, c'est bon. J'étais prêtresse d'Isis. C'est bon. C'était pas des tombes. Arrêtez vos conneries. C'est pour cette raison que la Grande Pyramide n'a cessé d'intriguer profondément les visiteurs qui donnèrent souvent libre cours à leur imagination pour tenter d'expliquer la raison d'un pareil effort, dans quel but autant les moyens ont-ils été mis dans la construction de tels monuments. La tombe représente-t-elle un mobile suffisant? Les Grandes Pyramides auraient-ils été le grenier à blé édifié en prévision de cette année de disette? Jomar estimait, dans la description de l'Égypte, que la Grande Pyramide n'aurait pas était simplement un tombeau de roi, mais surtout un monument de la science égyptienne. La construction des 2 grandes pyramides de Gizeh, à l'initiative de Khéops, en effet, a été commandée dans le but d'abriter les corps des rois et leurs trésors, mais aussi préserver toutes les connaissances de la science de l'époque, qui auraient été enregistrées dans l'hypothèse qu'un cataclysme ou un déluge ne survienne. Y aura-t-il des raisons supplémentaires? Il devient couramment admis de nos jours que le projet de la Grande Pyramide de Gizeh fut un projet spirituel et national. J'arrête ici, puis je vais dire ce que je pense. Je dis vrai. La Grande Pyramide était bien un temple pour Yahweh. Et c'était le lion de Juda qui était à la place du grand sphinx. Le corps est peut-être encore le vrai corps, mais pas la tête. Je ne mens pas. Puis voilà. Mais c'est pas des tombes. Ça servait. On voit des ampoules de gravées. Il y avait des ampoules comme nous. Vous pouvez me dire comment ils connaissaient les ampoules à l'époque? Bon, bah ils avaient peut-être la technologie de faire des ampoules. Bah ça servait d'usine pour éclairer la ville. C'est pas impossible. J'avais des livres qui montraient tout ça. Mais j'ai étudié tout, donc j'essaie de sortir les trucs les plus probants, les plus probables. En tout cas, pour le sphinx, j'ai raison. C'était le lion de Juda. Oui, il y avait bien un temple de Yahweh là-bas. Et puis la grande pyramide, bah, elle était dedans. Et puis il y avait le lion de Juda. Voilà. Sinon, les autres pyramides, c'est bien les Égyptiens qui les ont fait, les autres. Mais pas celle-là. Parce que ce sont les gens, les anges, les archanges de Yahweh qu'on construit. Ouais. Voilà, parce que eux, les anges, ils sont tellement grands, ils peuvent te soulever un truc comme un fût de paille, hein. Voilà. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Oh, puis j'en ai marre de ce truc-là qui fait du boucan. Voilà, soyez toutes bénis, je vous embrasse tous. Vous pensez ce que vous voulez, et moi, je dis ce que j'ai à dire, point barre. Jésus saura me reprendre si je dis des conneries, de toute façon. Merci Seigneur. J'avais le droit jusqu'à 29, oui, je sais. Mais... Oh, ce boucan, mais ça rend sourd, ça. Allez, à ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ouais, pour construire des têtes aussi longues, aussi grandes, hein, monumentales, hein. Ils étaient doués, hein. Ouais, c'était doué. Comme on voit les piliers de là-bas, vas-y, hein. La tête est immense.